À Hawaï, peu après 21h30, le 27 novembre 1992, un motocycliste avisa la police qu'il y avait eu un accident sur l'autoroute 11, l'autoroute du volcan. À leur arrivée, les policiers trouvèrent une fourgonnette tournée dans le sens contraire de la circulation, vraisemblablement à la suite d'un tête-à-queue. Ils reconnurent la fourgonnette. Elle appartenait au sergent de police Ken Mattison. Ce dernier semblait en état de choc. Sa femme était grièvement blessée. Ken lui administrait les premiers soins à l'arrière de la fourgonnette. Elle avait perdu beaucoup de sang. Le policier dépêché sur les lieux connaissait bien Yvonne. Elle était l'infirmière qui avait aidé son épouse à accoucher de son premier enfant quelques semaines plus tôt. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital de Hilo, l'hôpital où elle travaillait et où elle allait bientôt mourir. Lorsque les collègues de Ken Mattison apprirent la nouvelle de l'accident sur la radio de leur voiture de patrouille, ils se rendirent à l'hôpital pour lui apporter du réconfort. Mattison déclara à l'un d'eux que la mort de sa femme était un accident tragique. Ils avaient commencé à se disputer alors qu'elle conduisait. La situation s'était envenimée. Yvonne était si furieuse qu'elle avait sauté par la fenêtre alors que le véhicule était encore en marche. Ken avait alors saisi le volant puis fait marche arrière pour la rejoindre, mais il avait roulé sur le corps de sa femme. Yvonne et Ken Mattison étaient divorcés, mais ils avaient décidé de se donner une nouvelle chance. Malgré une période difficile, leur relation semblait s'être améliorée. C'est alors que la tragédie s'était produite. Selon la loi, un décès causé lors d'un accident est un homicide involontaire. Pour ce délit, Mattison était passible au minimum d'une amende de $100 et de 100 heures de travaux communautaires et au maximum d'une amende de $1000 et d'une année d'emprisonnement. Dans un cas comme dans l'autre, son statut de policier ne serait pas remis en question. Mattison ne contesta pas les accusations portées contre lui. Comme il s'agissait d'une mort accidentelle, on devrait effectuer une enquête approfondie. Mais lors de l'analyse de la scène de l'accident, la police de Hawaï remarqua que quelques indices contredisaient la version de Mattison. Chaque année, Hawaï est envahi de touristes venus échapper à la routine. Le soleil, la mer et la beauté sauvage des volcans ont à la fois un effet apaisant et purifiant sur eux. Mais pour la population locale, la vie suit son cours comme partout ailleurs. On n'y est pas à l'abri de crimes ou d'accidents et les enquêteurs sont confrontés aux mêmes difficultés qu'ailleurs. À Hilo, des détectives examinèrent la scène où l'épouse du sergent Ken Mattison avait perdu la vie. Il n'y avait pas beaucoup de sang sur la chaussée, beaucoup moins que dans la fourgonnette. Peut-être était-ce dû au fait qu'il pleuvait lors de l'accident et que Ken n'avait pas perdu une seconde pour hisser le corps dans le véhicule. La fourgonnette avait été remorquée à la fourrière pour y être examinée. Ce véhicule était impliqué dans la mort d'un individu et la procédure exigeait qu'il soit soumis à un examen mécanique. Ainsi, la défense ne pourrait invoquer un bris mécanique et on serait sûr de remettre un véhicule sécuritaire à Mattison. En raison de la nature de l'accident, les experts examinèrent soigneusement la mécanique sous le véhicule. Étrangement, le dessous du véhicule n'avait pas subi beaucoup de dommages. De plus, le détective Martin Elizar fut surpris par ce qu'il découvrit à l'intérieur de la fourgonnette. J'ai jeté un œil à l'intérieur et j'ai aperçu des taches de sang. Il y en avait sur la vitre du côté du conducteur, sur le tableau de bord devant le volant et juste au-dessus. Il y avait aussi une grande quantité de sang et de cheveux. Comment pouvait-on expliquer la présence de sang à cet endroit? Elizar devait obtenir un mandat de perquisition de la fourgonnette pour procéder à un examen plus détaillé. Il demanda donc à Kurt Spohn, le procureur général adjoint, d'en faire la requête. Le mandat fut émis juste à temps. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'accident. Selon Spohn, la pièce à conviction avait failli leur glisser entre les doigts. Lorsque l'examen mécanique est terminé, nous rendons le véhicule à son propriétaire. D'ailleurs, dans ce cas-ci, nous avions déjà obtenu l'autorisation de remettre le véhicule. Par un heureux hasard, Mattison n'avait pas encore eu l'occasion de venir chercher sa fourgonnette. On annula l'autorisation et la police demanda un mandat de perquisition pour examiner l'intérieur du véhicule. Il était donc possible que le sergent Mattison ait menti. Le corps d'Yvonne Mattison avait été autopsié 3 jours après sa mort.
Sur l'île d'Hawaï, c'est le chef de police qui assure la fonction de coroner. Un pathologiste d'un hôpital voisin fait office de consultant au besoin. On avait informé le pathologiste que le décès était accidentel. Bien qu'il fût davantage habilité à examiner les morts naturelles, le pathologiste constata néanmoins que les blessures de la victime ne concordaient pas avec les déclarations de Ken Mattison. Ce dernier avait déclaré que la victime avait été écrasée après être tombée du véhicule. Comment pouvait-on expliquer alors les blessures qu'elle avait à la tête, aux bras et aux mains? Malheureusement, le pathologiste de l'hôpital n'avait pas les qualifications pour interpréter ces blessures. Cette analyse relevait plus des compétences d'un médecin légiste. Cependant, il avait été si intrigué qu'il avait tout de même décidé de photographier en détail le corps de la victime et de prélever des échantillons de ses tissus. Maintenant que le corps de la victime avait été incinéré, c'était tout ce dont la police disposait pour poursuivre son enquête. Ce qui avait commencé par un accident tragique semblait maintenant être devenu un meurtre au premier degré. La couverture de l'affaire par les journaux fut à l'origine d'un développement intéressant. Un témoin qui avait lu un article sur l'enquête appela les enquêteurs pour leur dire que le soir de l'accident, peu après 21h, il s'était arrêté pour offrir de l'aide. Alors qu'il rangeait sa voiture le long de l'autoroute, un homme, vraisemblablement Ken Mattison, était sorti de l'arrière de la fourgonnette et lui avait braqué une torche électrique dans les yeux. Il lui avait dit que la police avait déjà été avisée et lui avait enjoint de quitter les lieux. Était-il possible que l'homme ait interrompu un meurtre? Si c'était le cas, il faudrait en faire la preuve. À Hawaï, le procureur général adjoint Kurt Spohn avait la tâche délicate d'enquêter sur le sergent Ken Mattison, soupçonné de meurtre. Il demanda à l'un de ses collègues de lui trouver le meilleur expert qui soit pour interpréter les éclaboussures de sang découvertes près du siège du conducteur dans la fourgonnette du suspect. Quelques jours plus tard, mon collègue m'a annoncé qu'il avait trouvé quelqu'un. Il s'agissait de Henry Lee, responsable du laboratoire judiciaire du Connecticut. Henry Lee, qui depuis a été nommé commissaire au ministère de la Sécurité publique de l'État, connaît aussi bien les lois de la physique que celles de la justice. Il est spécialisé dans l'analyse des gouttes de sang et ne craint pas de se salir les mains quand c'est nécessaire. Le sang répond aux lois de la gravité et du mouvement. Toute éclaboussure laisse des indices caractéristiques. Les dégoulinades, par exemple, sont typiques de coups de couteau, parce que ces armes sont manipulées à une vitesse relativement restreinte. Le sang n'est donc pas projeté loin du point d'impact. La présence d'une multitude de gouttelettes infimes signifie par ailleurs que le meurtrier a utilisé une arme à feu. Quant aux éclaboussures importantes projetées sur une grande distance, elles indiquent l'utilisation d'un objet contondant, comme une matraque. L'examen détaillé de ces gouttes de sang permet à Lee de déterminer la position de la victime et la force déployée pour produire la blessure. Les données obtenues sont ensuite combinées à la grandeur de la blessure et permettent de déterminer si un homicide a eu lieu et quel type d'arme a été utilisé. Henry Lee a acquis sa renommée pour son travail lors du procès de O.J. Simpson. Il a aussi participé à l'identification de cadavres enterrés dans des fosses communes en Bosnie. Dès qu'il regarda les photos de l'enquête Mattison, Lee soupçonna que l'affaire était louche. Il ne pouvait pas s'agir d'un simple accident. Après avoir reçu les photos, je les ai examinées. Ma première réaction a été que quelque chose clochait. J'étais convaincu qu'un homicide s'était produit dans cette fourgonnette. À partir des photos prises à travers la fenêtre du conducteur, Lee put conclure que le sang avait été projeté à une vélocité moyenne, ce qui suggérait un traumatisme causé par un objet contondant. La victime avait été frappée à maintes reprises. Les taches de sang sur la vitre contredisaient également la déclaration de Mattison, selon laquelle sa femme était sortie du véhicule en marche par la fenêtre. Au moment de l'accident, cette vitre était fermée. Pourtant, nous avons isolé environ 200 gouttelettes de sang projetées à une vélocité moyenne dans ce secteur seulement. Lee devait maintenant examiner la fourgonnette de visu afin de relever la trajectoire des éclaboussures. Il fixa des ficelles sur chacune des gouttelettes pour déterminer leur origine.
Il constata que le sang provenait de la région du siège du conducteur et plus précisément d'un point situé à la hauteur de la tête d'un individu. La victime avait donc été blessée avant qu'elle ne quitte le véhicule. Quant aux photos de l'autopsie, elles permettaient de conclure que ces blessures à la tête étaient assez graves pour avoir entraîné la mort. L'analyse de Lee démontrait clairement qu'il y avait eu une lutte dans la fourgonnette. Ken Mathison avait donc menti. Il y avait tout lieu de croire que le mobile de son crime était l'argent. Il devait toucher la somme de 595 000 $ si sa femme mourait lors d'un accident et 675 000 $ si elle mourait au cours d'un accident de la route. La police procéda à l'arrestation de Ken Mathison alors qu'il n'était pas en service. Les détectives pouvaient maintenant reconstituer le meurtre. Ken Mathison avait asséné un coup à Yvonne à l'aide d'un objet contondant pendant qu'elle conduisait. Elle avait alors arrêté le véhicule, ou peut-être encore en avait-il pris le contrôle et l'avait-il arrêté lui-même. Il avait continué à la battre presque à mort. Les marques sur les mains de la victime indiquaient qu'elle avait tenté de se défendre. Il faisait noir et Mathison n'était sans doute pas conscient que sa culpabilité était inscrite dans toutes ces taches de sang. Après s'être assuré que sa femme ne survivrait pas, il avait sorti le corps de la fourgonnette et l'avait écrasé. Il l'avait ensuite mis à l'arrière de la fourgonnette et avait attendu les secours. En 1995, Ken Mathison fut condamné à la prison à vie pour enlèvement et meurtre. Il sera éligible à la libération conditionnelle après seulement 25 ans. Parfois, l'analyse du coroner ne fournit qu'une partie des réponses. C'est alors que des spécialistes judiciaires comme Henry Lee peuvent faire parler les victimes qui, autrement, seraient restées muettes pour toujours. La victime est morte. Elle ne peut témoigner. Mais les indices physiques parlent pour elle.